Alors, bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous recevoir pour ce nouveau webinaire qu'on a intitulé « Libérer le potentiel du cerveau et booster l'apprentissage grâce aux neurosciences ». Et pour m'accompagner ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Jérémy Mauger et Bernard Anselme. Je vais d'abord laisser Jérémy se présenter. Bonjour Jérémy. Bonjour Christophe et merci à toi donc tout d'abord pour l'organisation de cet événement. Je suis absolument ravie de réaliser ce webinaire avec Bernard. Pour moi, c'est vraiment un vœu qui se réalise, donc merci beaucoup. Alors, où I am. Alors, je suis la Head of Sales de LearnLight France. J'évolue depuis plus de 20 ans dans le domaine de la formation professionnelle continue, donc en tant que commerciale, en tant que conseil, j'ai même été formatrice. Et mon intervention aujourd'hui a pour but, je dirais, de montrer concrètement comment LearnLight forme et accompagne les apprenants avec toutes les infos dont nous disposons aujourd'hui sur son comportement et donc son cerveau. Ça marche. Et donc Bernard, bonjour Bernard, je vais vous laisser vous présenter. Bonjour et merci pour cette tribune. Donc moi je suis médecin, neuropsychologue et je m'intéresse particulièrement aux neurosciences de la prise de décision, de l'intelligence émotionnelle, de l'apprentissage et de l'adaptation au changement et des motivations durables, vues sous l'angle des neurosciences. Et donc, pour diffuser ce message, je suis conférencier, consultant et auteur aussi de plusieurs livres. Super. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et commencer par une définition. Finalement, c'est quoi la neuroplasticité? Et puis, comment ça peut influencer l'apprentissage, Bernard? Alors, la neuroplasticité, il faut imaginer une immense forêt amazonienne dont les arbres communiqueraient par les branches. Et donc, chaque fois que deux branches d'arbres se touchent, eh bien, la communication va s'améliorer. Donc, ça a l'air un petit peu abstrait comme ça, mais en fait, c'est extrêmement important puisque ça signifie tout simplement que nous avons du pouvoir sur notre cerveau. Et on peut pousser l'analogie avec la forêt un peu plus loin, c'est-à-dire que en tant qu'humain, on ne va pas pouvoir supprimer des pans de forêt ou on ne va pas faire pousser une forêt en quelques heures. Par contre, on peut très bien la cultiver, et c'est-à-dire développer certaines essences d'arbres ou au contraire limiter d'autres espèces qui ne nous paraissent pas pertinentes. Donc la neuroplasticité, au départ, c'est ça. Et donc ça signifie que nous avons une forme de pouvoir, non seulement, et ce qui est important, c'est non seulement sur nos connaissances, ça tout le monde le sait, on peut apprendre grâce à nos neurones, mais surtout sur nos capacités, sur nos aptitudes humaines, les soft skills. On peut progresser dans la relation à l'autre, on peut progresser dans la motivation, on peut progresser dans l'intelligence collective, dans des tas de domaines pour lesquels on pensait au départ avoir ou pas des compétences, c'est-à-dire que les qualités étaient figées. Et cette notion de neuroplasticité, qui est une des plus importantes des neurosciences, ça n'est pas la seule, on parlera d'autres notions tout à l'heure, mais cette notion de neuroplasticité, elle vient conforter des travaux de neurosciences cognitives, de neurosciences des travaux de psychologie expérimentale, c'est-à-dire les neurosciences viennent conforter les psychologies expérimentales, notamment la notion bien connue d'Albert Bandura d'auto-efficacité, et la notion un peu plus récente, mais très importante, de Carol Dweck, de growth mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit de progression. On s'est aperçu, aussi bien en psychologie qu'en neurologie, que l'état d'esprit était extrêmement important. L'état d'esprit dans lequel on aborde un sujet est important. C'est-à-dire que si vous avez un état d'esprit fixé, vous pensez que les capacités, les qualités sont fixées pendant l'enfance, eh bien, vous allez avoir beaucoup de mal à vous investir, c'est très stressant, et puis chaque échec devient une épreuve, c'est-à-dire une remise en cause de notre identité, c'est très grave. Alors que si vous avez l'état d'esprit de growth mindset qui correspond à la réalité neurologique, eh bien, vous pensez que quelles que soient vos qualités, vos défauts, vous pouvez toujours progresser dans un domaine humain, quel qu'il soit, à condition d'y investir un peu de temps et un peu d'énergie et de persévérance. Et dernier point, cette notion de neuroplasticité continue tout au long de la vie et elle est valable aussi, même au 4e âge. On peut apprendre à tout âge, même à 90 ans. Bien sûr, on apprend moins vite qu'un enfant, mais on peut toujours progresser.
Alors, c'est intéressant ce que vous dites et on a fait d'autres interventions, d'autres webinars et on a quelque chose qui revient depuis une dizaine de mois, notamment concernant les soft skills. Le soft skills le plus plébiscité aujourd'hui, les formations les plus plébiscitées par les salariés sont la formation qui s'intitule « Apprendre à apprendre ». C'est assez révélateur, hein. Apprendre à apprendre. Alors, concernant ces neurosciences et donc la capacité du cerveau, j'imagine qu'il y a un certain nombre de moteurs à activer. Ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de formule miracle. Donc, quels sont les moteurs à activer, Bernard? Oui, alors il y a des moteurs, il y a des limites aussi. Les limites, ça va être le temps que l'on y consacre. Il faut un minimum d'effort, hein. Le growth mindset ne fonctionne qu'avec un effort et de la motivation, hein. Donc les ressources attentionnelles, le temps et la motivation. Donc ça va être des limites. Alors les moteurs, il y en a un certain nombre. Donc ça va être pour les lister, ça va être l'attention que l'on va donner à l'information que l'on veut mémoriser. Ça va être la motivation que l'on va mettre dedans. Ça va être la répétition de l'information. Ça va être aussi la mise en pratique. On va utiliser d'autres réseaux neuronaux. Et puis, ça va être le feedback, l'erreur, la relation à l'erreur. Et bien entendu, donc la répétition pour mémoriser tout cela. Là, on peut commencer par la répétition, c'est quelque chose d'extrêmement important. Le deuxième volet de la neuroplasticité, c'est que on peut améliorer sa communication neuronale en l'utilisant. Par contre, le corollaire, c'est que si on ne l'utilise pas, eh ben cette information va diminuer, va dépérir. Donc, si on veut, elle va être remplacée par d'autres informations, par d'autres chemins neuronaux d'autres traces neuronales qui vont se faire aux dépens de la première. Donc, si on veut garder une information en mémoire, il n'y a pas d'autre que la répétition. C'est la base de l'apprentissage. La répétition est importante pour forger une trace durable. La deuxième, ça va être la multimodalité. La multimodalité, c'est-à-dire que plus on utilise de canaux dans notre cerveau, plus la trace va être forte et plus la mémorisation va se faire. La multimodalité, ça peut être une image, ça peut être une vidéo, ça peut être du mind map, ça peut être des graphiques, ça peut être tout ce qu'on veut. Mais du moment qu'on utilise plus de canaux, eh bien, on va renforcer la trace. Et le dernier point, ça va être d'aborder la question sous des angles différents, et notamment par des exemples, par une histoire, par un fil conducteur, par des tableaux, des graphiques, tout ce que l'on veut. Et là aussi, on va resserrer le maillage neuronal, donc les branches des arbres vont mieux se connecter, et donc à la fin, l'information va être plus forte. Donc, la répétition, la multimodalité et le fait d'utiliser plusieurs angles d'attaque différents sont des éléments d'apprentissage. Alors, vous avez aussi évoqué la relation à l'erreur. Alors, c'est vrai qu'on nous rabâche quand même depuis notre plus jeune âge que c'est en tombant qu'on apprend à marcher. C'est quelque chose qui est une expression vérifiée en termes de neurosciences? Absolument, oui. Là aussi, on touche vraiment aux bases du fonctionnement neuronal, c'est-à-dire que pour un cerveau, on compare souvent le cerveau à un ordinateur, mais en fait, c'est très, très différent. Si le cerveau devait faire des copier-coller de l'information extérieure comme un ordinateur, il lui faudrait une centrale nucléaire pour travailler. C'est très long et ça demande beaucoup d'énergie. Le cerveau est beaucoup plus malin. Il va simplement comparer l'information extérieure, sensorielle, une image par exemple, à ce qu'il connaît déjà. Et donc, il va faire des prédictions. Il va prédire que l'information qu'il voit va correspondre à quelque chose qu'il a déjà en mémoire. Et donc, c'est beaucoup plus économique et plus rapide. Et donc, cette prédiction, c'est comme ça qu'il va fonctionner. Si la prédiction est correcte, eh bien, il va l'engranger et donc c'est conforme à son modèle. Si la prédiction n'est pas correcte, il va se remettre en cause et donc va essayer de trouver un nouveau modèle. Et donc, l'erreur dans ce domaine-là, elle est fondamentale. C'est un moyen, c'est pas un jugement de valeur, c'est un moyen de progresser. Soit
soit l'information est pertinente et on l'engrange, soit elle n'est pas pertinente et on remet en cause. Et là, on va dépenser de l'énergie. Donc, l'erreur, c'est la base. Et donc, dans l'apprentissage, il faut la démystifier, la déculpabiliser et l'utiliser, c'est-à-dire l'engranger pour progresser. Bien entendu, il ne s'agit pas de répéter l'erreur en permanence. Vous connaissez tous la formule, hein, errare humanum est, perseverare, etc. Donc voilà, l'erreur est vraiment fondamentale. Alors, Jérémy, par rapport à LearnLight, hein, comment les neurosciences et la formation, comment ça match tout ça? Comment ça fonctionne? Alors en fait, nous, on agit plutôt sur le comportement. Parce qu'on a vu avec l'avènement d'Internet et surtout l'arrivée des smartphones dans les années 2010, une révolution dans les comportements de l'apprenant, et d'ailleurs pas seulement de l'apprenant, hein, dans notre vie tout simplement, nos comportements d'achat ont changé, notre comportement amoureux même a changé. Et si on revient au comportement lié à l'apprentissage, nous nous sommes beaucoup basés sur les travaux de Jos Bersin, qui en fait a analysé un peu quel était le comportement de cette notion de l'apprenant moderne. Et on parle de nous en fait. Et l'apprenant moderne, comment il est? Il est hyper connecté, zapper, il est impatient, il veut des contenus tout de suite judicieux. Il a aussi une concentration qui s'est beaucoup diminuée. Et donc, pour ça, on a concrétisé tout ça en développant une plateforme justement sur l'outil qu'utilise surtout l'apprenant moderne, à savoir le smartphone. Donc, on a vraiment développé notre plateforme sur cette notion de mobile first. Évidemment, la plateforme est également accessible sur tablette, sur ordinateur, mais on sait que beaucoup aujourd'hui utilisent le smartphone pour apprendre. Et on a aussi multiplié les interactions avec le formateur. Parce que moi-même, mais LearnLight aussi, on est sûr que c'est le formateur qui reste quand même le pilier de la formation avec son apprenant. Et au-delà du cours, on propose aussi à l'apprenant de retrouver son formateur dans des classes virtuelles quand il le souhaite, justement pour pouvoir accéder à des contenus quand il le souhaite, cet apprenant. On a aussi des aides rédactionnelles pour pouvoir justement travailler en apprenant, c'est ce qu'on appelle le fameux learning by doing. Et surtout, ce que l'on a fait, c'est qu'on a revu la durée des activités dans la plateforme avant le rendez-vous avec le formateur. C'est-à-dire qu'on a procédé à vraiment un séquençage des activités à préparer pour le cours, par exemple, ce qu'on appelle le fameux micro-learning, pour que l'apprenant se forme, prépare ses cours peut-être moins longtemps, mais plus souvent, en termes d'agenda. Je rebranche mon micro. Oui. Xavier nous dit, Bernard, à quel niveau est-ce important de comprendre son erreur et pourquoi on l'a faite pour ne plus la refaire et bien acquérir la connaissance? Comment notre cerveau traite ce type d'apprentissage par l'erreur? Oui, alors on a dans le cerveau des structures, on a pu le mesurer par l'électroencéphalogramme. Lorsqu'il y a une erreur, il y a une stimulation très importante. Quand on prend conscience d'une erreur, il y a une stimulation très importante de notre cerveau. Et donc, ça va générer de l'énergie pour traiter cette erreur. Donc, ça va orienter notre système de science. C'est un système qui en gros, c'est le projecteur de l'attention sur un domaine bien précis. Donc, on va être plus attentionné dans un domaine et émotionnellement, la charge émotionnelle va être plus forte. Donc, on va y consacrer plus d'énergie. Donc, il faut profiter de cet instant, de cette fenêtre d'énergie et d'attention pour élaborer une stratégie. Et là, après, on passe dans l'individuel. Il y a de règles générales, mais au niveau individuel, à partir du moment où on a pris conscience de cette erreur, eh bien, c'est à chacun d'élaborer une stratégie pour éviter de la reproduire et de la mettre en mémoire et de capter son attention sur cette erreur pour que à la prochaine stimulation, eh bien, on soit prêt, on ait anticipé la situation de façon à ne pas reproduire l'erreur. Alors, on me demandait des ouvrages, j'ai cité un de vos ouvrages, Les talents cachés de votre cerveau au travail, Bernard. Je vais en partager un autre qui est sur les émotions qui nous dirigent. Mm-hmm.
Je vous mets les liens là dans le chat, hein, vous pouvez les trouver. Alors j'ai mis la FNAC parce que c'est le premier lien qui est sorti, hein, mais ça vous permet, je ne fais pas de la pub pour la FNAC, ça vous permet de trouver rapidement les livres qui sont, oui, et donc à ce sujet. Les émotions sont directement en lien avec la mémorisation, et donc c'est un point important au niveau de l'apprentissage. Alors, c'est une question là de Philippe que j'avais aussi en tête, mais si l'erreur génère un stress important, est-ce qu'elle ne peut pas devenir contre-productive? Alors, le stress a un double visage. C'est comme les émotions. Le stress a un double visage, c'est-à-dire qu'à un niveau modéré, il va générer de l'énergie dans l'organisme. Il va y avoir une décharge d'adrénaline, de cortisol qui va générer, qui va améliorer l'action, qui va améliorer le traitement de la situation. Par contre, au-dessus d'un certain seuil, effectivement, là, l'organisme va se mettre en mode survie. C'est-à-dire que s'il y a un stress, on va sauver le plus important. Et donc, le plus important, ça n'est pas la compréhension, ça n'est pas les fonctions exécutives fines. Le plus important, ça va être la survie. Et donc là, effectivement, la mémoire, le raisonnement vont être perturbés. Donc, c'est une question d'intensité, en fait. D'accord. Alors, j'ai une question bête, mais par exemple, moi, quand j'apprends quelque chose, je n'ai pas l'impression d'avoir besoin forcément de répétition pour que ça rentre dans mon cerveau. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'on a vraiment besoin de cette phase de répétition dans l'apprentissage? Alors, il y a des variations individuelles. Il y a au niveau des capacités. Vous connaissez tous des personnes qui ont des capacités extraordinaires. Ils lisent un texte ou ils écoutent une conférence, ils retiennent tout. Bon, ça n'est pas la majorité des gens. Donc, dans la majorité des cas, cette information va rester quelques minutes et puis va s'effacer progressivement pour être au profit d'autres informations qui viennent, puisque c'est un tapis roulant permanent. La vie est un tapis roulant permanent où on est assailli par des milliards d'informations. Donc, pour passer de l'information à court terme à l'information à long terme, en général, il faut de la répétition. Et certaines personnes vont, dans certains domaines, mémoriser des choses particulières. Mais ça n'est quand même pas la règle générale. Donc, c'est une capacité, quelque part, à compartimenter les informations dans son cerveau. Oui, alors, effectivement, d'abord, à les encoder. Donc là, c'est là où l'attention est primordiale. Donc, c'est Stanislas Dehaene qui parle des 4 piliers. Et donc, le premier pilier, c'est l'attention. Donc cet encodage va être ensuite donc distribué dans le cortex, un peu partout. Et là, effectivement, cette trace neuronale, pour être récupérée plus tard, a besoin d'être réactivée régulièrement. Alors, avant de prendre la question de Kevin, qui est intéressante, je vais d'abord demander à Jérémy comment on fait pour aborder plusieurs fois des connaissances à acquérir sous plusieurs angles et quel format? En fait, déjà, il y a une chose qui est très importante par rapport à la notion d'erreur et de mémorisation. On parle souvent d'ailleurs de la pédagogie par l'erreur, et c'est tout l'intérêt justement des contenus digitaux, des contenus e-learning, parce que justement, on peut répéter autant de fois qu'on le souhaite les activités, on peut travailler à son rythme et acquérir petit à petit les notions de base, on peut acquérir justement tous ces fondamentaux à son rythme quand on le souhaite. Et ça, c'est vraiment, et là je ne parle pas que de LearnNight ou que de la formation linguistique, c'est tout l'intérêt des plateformes de contenus digitaux. C'est vraiment cet intérêt-là qui est important à retenir. Après, par rapport justement à l'assimilation et au fait de revoir plusieurs fois les mêmes… Donc, il y a cette notion aussi qui est très, très importante, c'est que malheureusement, si on revient aux langues, on n'a pas encore créé le code PIN qui me permet de penser en français et directement parler en anglais ou en espagnol ou autre. Souvent, c'est ce que je dis aux apprenants. L'apprentissage d'une langue, c'est comme le sport, il faut vraiment se muscler le cerveau. Et pour ça, même si on prend en compte le comportement de l'apprenant moderne, même si on essaie aujourd'hui de le suivre, il faut quand même garder une certaine structure dans l'apprentissage. Et c'est pour ça que pour chaque cours, nous, notre approche pédagogique est basée sur la classe inversée, c'est qu'on va justement, pour ces notions de répétition, ces notions de mémorisation, demander un travail de préparation avant le cours pour que justement l'apprenant puisse être un maximum actif
lorsqu'il retrouve son formateur lors du cours, lors de la connexion. Et cette approche pédagogique justement de la classe inversée permet justement de pouvoir engager l'apprenant parce qu'évidemment le formateur va sélectionner des activités, va sélectionner, je dirais, des contenus en lien direct avec son niveau et ses objectifs. Bernard, est-ce que c'est judicieux d'utiliser plutôt des sessions de formation courtes et répétées? Oui, alors donc, ce qu'on a dit sur la neuroplasticité trouve une application directe, hein, puisque si on veut avoir de la répétition, il vaut mieux des informations courtes, des séquences courtes, que de grandes séquences où on va accumuler de l'information pendant plusieurs heures. D'ailleurs, au niveau des études sur l'attention, on s'est aperçu que faire des séquences de moins de 30 minutes avec des pauses de 2 minutes était plus efficace que de faire des séances de 2 heures avec des pauses d'un quart d'heure, 20 minutes. Et à cet usage, là, beaucoup de gens connaissent la technique Pomodoro. Hein, vous avez peut-être déjà entendu parler. Ça vient de ce petit compte-minutes là, qui est en forme de tomate. Là. Donc, on le met sur 25 minutes. Et puis, on se donne 2-3 minutes à la fin pour faire autre chose, regarder par la fenêtre, boire un thé, discuter avec le collègue. Et puis, ensuite, donc, on va se remettre au travail avec la séquence courte, étape par étape, et avec des étapes simples et répétées. Alors, on va prendre quelques questions. Alors, il y a une question qui est intéressante de Kevin. Quel est le coût du désapprentissage parfois nécessaire pour progresser? Alors ça, c'est très intéressant parce que effectivement, c'est coûteux. Hier, je faisais une formation où on montrait un test de Stroop. Hein, pour ceux qui connaissent, il s'agit de lire des mots dont l'encre de la couleur est différente. Il y a des mots qui sont imprimés en rouge, en bleu et en vert. Et il s'agit de lire le mot, par exemple, vert, qui est écrit en lettres rouges. Et donc, l'exercice est non pas de lire le mot, mais de lire la couleur du mot. Et donc, ça demande une fonction d'inhibition qui est extrêmement coûteuse, à tel point que le temps de réaction pour donner la réponse est beaucoup plus lent quand on demande de donner la couleur que de lire le mot. Parce que lire le mot, c'est un automatisme. Donner la couleur, c'est une inhibition d'un automatisme, et donc c'est très coûteux. Et c'est pour cela que quand on a acquis un certain nombre de connaissances et que la situation change et qu'on doit acquérir de nouvelles connaissances, c'est la problématique de toutes les transformations en entreprise. Tous les directeurs de la transformation le savent bien. C'est extrêmement coûteux. Les gens ont du mal à abandonner leurs habitudes, leurs connaissances. D'abord parce que l'habitude est une autoroute, alors que la nouvelle habitude, c'est un petit chemin. Et deuxièmement, parce que ça demande beaucoup d'efforts. Quand on fait des formations, les gens sont enthousiastes et quand ils reviennent dans leur poste de travail, ils vont se remettre avec leurs habitudes, malgré leur bonne volonté. Donc, c'est un coût important et le seul moyen d'y remédier, c'est de transformer le nouveau comportement en autoroute d'information, c'est-à-dire la répétition, l'organisation, l'attention, la mise en pratique encore et encore. Alors, une question qui est revenue plusieurs fois, relation entre capacité à apprendre, à mémoriser et charge mentale ou charge émotionnelle. Oui. Alors là, c'est un autre domaine, effectivement, qui est très important. C'est qu'il faut mobiliser des ressources pour mémoriser. Et ces ressources, c'est un petit peu, on peut faire l'analogie avec l'exercice physique, elles ne sont pas inépuisables. Donc, il faut savoir les gérer sur le long terme. Et donc, la charge mentale va générer, au bout d'un certain temps, une fatigue et une baisse des capacités à mémoriser ou à utiliser ces fonctions exécutives d'anticipation, de raisonnement, d'inhibition, etc. Donc, il y a plusieurs moyens de lutter contre cette fatigue. Donc, on en a parlé d'une, c'est de faire des pauses et de segmenter, de fractionner les questions. Il y en a une autre, c'est la motivation. Alors, je ne sais pas si on parlera tout à l'heure de la motivation, mais elle est fondamentale. La motivation, c'est ce qui va nous permettre de mobiliser de l'énergie pour
un chirurgien qui opère pendant 24 heures, il est motivé et lui, il va pas être fatigué. Enfin, il va être fatigué, bien sûr, mais il va tenir, il est motivé. Alors que si je vous demande de lire un texte administratif pendant 24 heures, il n'est pas sûr que vous soyez motivé pendant toute cette période. Donc, la motivation. Il y a aussi le fait d'avoir des supports simples, hein, avec des visuels saillants, des graphiques, des images, des exemples qui permettent de comprendre les choses, des phrases simples, sans jargon, hein, et souvent, aussi bien dans l'enseignement ou moi dans mon domaine, je peux être coupable aussi en médecine, on a beaucoup de jargon, donc essayer de limiter le jargon, des phrases simples, un verbe, un complément, et garder un fil directeur aussi. Il est beaucoup plus facile de mémoriser quand on a perçu un sens et quand on a un fil directeur. Les champions de concours de mémorisation le savent bien, ils ont un fil, hein, donc il faut un sens, il faut du sens pour donner du sens. Et puis, bien sûr, impliquer le corps par des exercices, des questions, de la mise en pratique. Plus il y a de réseaux cérébraux qui sont en action, et mieux on va mémoriser, et mieux on va résister à la fatigue mentale. Et puis, dernier point, le sommeil, l'hygiène mentale, ce que j'appelle l'hygiène mentale, le sommeil. Le sommeil est fondamental pour mémoriser, pour encoder en mémoire. Les pauses, c'est important, on en a parlé. L'activité physique aussi, qui est génératrice d'un facteur de croissance neuronale, le BDNF. L'exposition à la nature, l'alimentation, tout ça va permettre de récupérer des ressources. Parfait. Jérémy, pour prendre un exemple, hein, l'online spécialisé dans l'apprentissage des langues, est-ce qu'en France, déjà, culturellement, on a des freins à apprendre une langue étrangère? C'est vrai qu'en France, on a vraiment une croyance qu'à la dent dure, c'est que on a vraiment l'impression en France qu'on est des cancres pour l'apprentissage des langues. C'est vraiment une croyance limitante, hein, parce que d'ailleurs, moi qui ai vécu aussi en Espagne et qui ai pas mal voyagé, on n'est pas les seuls, hein. On a ce point commun avec nos voisins italiens, nos voisins espagnols, comme quoi on a du mal, hein, en langue. Alors, j'ai une petite fille là, justement, qui a 12 ans et qui, elle aussi, se dit, est-ce qu'en France, on sait bien parler l'anglais? Est-ce qu'on parle bien l'anglais? On ne voit jamais d'émissions en anglais ni rien. Et je pense que moi, je positive toujours par rapport à ce discours, parce que si on regarde le niveau de nos apprenants, là, j'ai fait vraiment une cartographie des niveaux à travers notre plateforme de suivi. On a en moyenne, parmi tous nos apprenants, 38,6% de nos apprenants qui ont un niveau B1 et 42,6% qui ont un niveau B2. Ça veut dire quoi, si on parle? C'est-à-dire qu'on est quand même à un seuil d'autonomie en langue qui n'est vraiment pas mauvais. C'est-à-dire qu'on n'est pas si mauvais que ça, en fait. Et il y a évidemment des personnes avec des niveaux différents, débutants et autres, qu'on accompagne, hein, mais je veux dire que globalement, depuis que nous œuvrons nous en France, on voit que, et c'est pas seulement que chez Learnnet, hein, parce que j'ai travaillé dans d'autres sociétés, c'était à peu près le même constat. Et ce qu'il y a de bien chez Learnnet, parce que vous parliez justement des langues, nous, on arrive maintenant avec des soft skills en anglais. C'est-à-dire que là, on est en train de passer sur un autre, je dirais, domaine dans la partie justement connaissance des langues. C'est qu'on propose nos soft skills liés au management, liés à la communication, au-delà justement des langues, mais aussi du comportemental, parce que le niveau n'est pas si catastrophique, donc il faut passer à autre chose pour justement travailler cette confiance et arrêter cette croyance limitante. Alors, cette croyance, elle est liée au fait que depuis le plus jeune âge, et pas que pour les langues d'ailleurs, en France, on est assez porté sur le jugement et sur, je dirais, même la moquerie. Moi, si je parle anglais, je suis sûr que s'il y a 5 personnes autour de moi, il y en a au moins 3 sur 5 qui vont se mettre à se marrer parce que j'ai un accent pourri. C'est quoi votre avis sur la question, Bernard? Alors, ça me fait penser à plusieurs choses. Tout d'abord, l'exemple dont parlait Jérémy tout à l'heure, les pays différents, je remarque que les petits pays sont
beaucoup plus doués, enfin doués, c'est pas le mot, ils sont plus performants, alors que les grands pays qui ont une culture forte sont plus réticents. Quand on parle à un luxembourgeois, souvent il commence une phrase dans une langue, il la termine dans une autre. Un Hollandais, un Suisse également vont être beaucoup plus habiles. Donc, il y a un facteur culturel. Je ne pense pas que génétiquement, ces personnes soient très différentes de nous. Par contre, il y a un facteur culturel, il y a un même culturel. Et donc, moi, c'est ce que j'appelle des habitudes culturelles. Et au niveau du cerveau, eh bien, une habitude, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un comportement qu'on l'on répète des milliers et des milliers de fois. Donc, ça va être une autoroute de l'information. Ça va être très difficile à déloger. Donc, cette habitude, il va falloir la remplacer par une autre habitude. Et c'est là que les travaux psychologiques comme ceux de Carol Dweck sur le growth mindset sont importants. C'est-à-dire que si on pense que l'on n'est pas doué, eh bien, il va se réaliser ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire, je ne vais pas mettre l'énergie maximum, ça m'ennuie. Je suis dans un grand pays, je parle français, les autres n'ont qu'à parler français. Donc, si on me parle dans une langue étrangère, ça m'ennuie, je ne vais pas mettre l'énergie suffisante pour apprendre. Ce n'est pas que je ne suis pas doué, simplement que je ne mets pas l'énergie, je ne suis pas attentionné, je ne suis pas motivé. Et donc, en n'étant pas motivé, je vais avoir des résultats, bien entendu, moins bons. Et en ayant des résultats moins bons, je vais pouvoir dire aux autres, vous voyez bien que je ne suis pas doué. Donc, c'est un cercle d'auto-justification, d'auto-prophétie réalisatrice, un cercle vicieux, et il suffit d'inverser ce cercle vicieux en se disant, quelles que soient mes capacités de départ, ce qui est important, ce n'est pas la capacité de départ, c'est la motivation, l'envie que j'ai, le plaisir que j'ai d'apprendre. Si vous mettez un jeune devant une série Netflix en anglais, eh bien, il va être motivé pour apprendre l'anglais. Là, il ne va pas se poser de questions. Alors que si vous lui faites un cours un peu austère, moi, je préférerais qu'on apprenne l'anglais avec Shakespeare. C'est magnifique, Shakespeare, mais bon, c'est un peu plus difficile d'accès. Et donc, il faut montrer aux gens qu'ils ont ces capacités, quel que soit le niveau de départ. Tout le monde n'est pas égal au départ, bien entendu, mais on a tous les capacités de progresser. Et si on a envie de progresser dans un domaine, eh bien, on progressera. Donc, une fois qu'on aura passé ces barrières un peu mentales où on a entendu dire sans arrêt, t'es pas capable ou… Voilà. Le growth mindset, quel que soit mon niveau de départ, je peux progresser. Et pour cela, il faut que je fasse un petit peu d'effort, un petit peu d'attention, que je consacre du temps, mais les résultats sont au bout du chemin, comme pour le sport. Alors oui, donc comme pour le sport, ce qui veut dire qu'en fait, les deux moteurs principaux, je dirais, c'est la motivation, c'est être parfaitement motivé, et deux, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le sens. Le sens, oui. Finalement, c'est ça les deux points fondamentaux dans l'apprentissage. Le sens nourrissant la motivation. Alors Bernard, comment on fait en sorte que le cerveau reste attentif tout au long d'une session de formation? Alors, donc on a parlé de la charge mentale, ça va être le premier point, donc savoir gérer sa charge mentale. Le deuxième point, ça va être la motivation, justement. La motivation va… Donc, dans le cerveau, on parle de réseau de récompense, de réseau dopaminergique, en fait, des tas d'éléments qui sont liés à cette motivation. Et donc, cette motivation va générer de l'énergie pour capter l'attention. Par exemple, si je vous dis, je vais vous faire un cours de neurophysiologie sur les mécanismes de l'attention et de la charge mentale. Bon, si vous êtes passionné, vous allez m'écouter, mais sinon, vous allez vite décrocher. Par contre, si je vous dis, je vais vous donner 7 clés pour maintenir son attention et son énergie pendant un cours, là, déjà, vous avez un objectif. Je vais apprendre à développer mon attention. Et deuxièmement, il me donne 7 clés. C'est bizarre, je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Donc là, mon attention est captée, ma motivation. Et donc, pour un enseignant, la première chose, c'est de créer du désir, de créer de la joie, de créer de l'envie d'apprendre. Il y a toujours un bon côté dans l'apprentissage, quelles que soient nos situations. Que l'on soit une courgette, une multinationale ou un cerveau humain, on a besoin de progresser. Et donc, si on sait attiser cette envie de progresser, eh bien, on va capter l'attention. Donc voilà, c'est d'une part la charge mentale et d'autre part la motivation par le plaisir et le désir.
qui vont faire qu'on va être capté. Vous connaissez tous des professeurs captivants qu'on écoute pendant des heures et d'autres, au bout de 5 minutes, on regarde son téléphone. C'est exactement ça. Alors, effectivement, comment créer de l'engagement en fait et rendre les formations les plus engageantes possibles. Jérémy, qu'est-ce qu'une formation engageante et quel format vous proposez? Oui. Alors, une formation engageante, c'est effectivement une formation motivante et le challenge par rapport aux formations que nous proposons en langue, c'est justement de maintenir cette motivation du début à la fin parce que apprendre une langue, c'est pas, comme je le disais tout à l'heure, un bouton et hop. Ça demande vraiment du travail sur le long terme. Et on l'a vu, hein, une formation motivante, c'est avec des outils d'aujourd'hui que l'apprenant utilise pour son formation, mais aussi en dehors de sa formation. Il faut vraiment que la formation soit accessible sur le smartphone. Ça, on a vu que c'était quelque chose de vital d'après nos études. Il faut aussi, je dirais, des contenus qui permettent de répondre à des objectifs long terme, comme on a vu, hein, mon niveau doit être de temps, mes compétences doivent être de temps, mais aussi des contenus qui soient hors contexte de la formation et qui puissent aussi être ludiques et qui puissent permettre à l'apprenant de se challenger. Alors nous, on propose des magazines, des classes virtuelles de conversation ouvertes, pas seulement en France, mais aussi avec des apprenants en Allemagne, en Espagne, en Italie, pour qu'il y ait ce côté un peu interculturel de partage. Il y a aussi donner tous ces outils pour que l'apprenant puisse se préparer au maximum pour qu'il puisse parler, parce que c'est vraiment ce que l'on veut chez LearnNext, c'est que les gens parlent. Et moi, j'ai un avis assez tranché. Alors, je sais que LearnNext aussi, c'est que l'engagement, c'est le formateur avec son apprenant. Le formateur reste quand même le pilier. Donc, moi, comme je le disais, ça fait depuis un certain temps que je travaille dans le domaine de la formation et quand on dit aux apprenants, alors, comment s'est passée votre formation? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'ils retiennent, c'est le formateur. Ah ouais, j'ai eu un super formateur. Il m'a appris plein de trucs, j'ai vraiment progressé et autres. Donc, c'est vraiment important. La plateforme est un plus. Et également, le petit plus que nous proposons chez LearnNext, c'est qu'on propose, en plus du formateur, ce que l'on appelle chez nous un programme manager, c'est un accompagnant. À chaque fois qu'on a un projet, il y a un formateur évidemment qui est dédié. Et on va aussi proposer un accompagnant qui va vraiment être le guide pour que l'apprenant puisse bien respecter son rythme, avoir réponse à toutes ces questions pour que tous les aspects techniques, parce que quand il y a une plateforme, il y a quand même aussi des aspects techniques à gérer, que tout soit géré par cette personne pour que l'apprenant avec son formateur avance. C'est ça pour nous une formation qui va permettre d'engager l'apprenant. Est-ce qu'il y a des mécanismes particuliers, Bernard, pour déclencher un engagement vraiment actif? Oui, alors il y a deux aspects dans cette question. D'une part, l'aspect technique, comment on va déclencher de l'engagement. Et puis, il y a aussi pour déclencher de l'engagement, il faut de la motivation. Donc, je voyais une question dans le chat. Là, si l'envie de progresser n'est pas présente? Ouais. C'est intéressant comme question, parce qu'elle est cruciale. Si vraiment on n'arrive pas à trouver une raison personnelle de progresser, soit on va essayer de creuser un peu plus et d'en trouver, mais soit on n'y arrive pas, et alors là, ça peut devenir vraiment problématique, parce que générer de l'énergie, trouver de l'énergie, de la concentration, de l'attention pendant des heures dans un domaine pour lequel on n'a pas la motivation, c'est vraiment très difficile. Par contre, on peut toujours trouver imaginons que vous détestiez les maths et que vous avez besoin d'utiliser une formule pour votre travail. Eh bien, au départ, vous n'êtes pas motivé, mais vous pouvez trouver la motivation en allant chercher un collègue qui connaît bien le sujet et qui va adapter sa pédagogie à vous, c'est-à-dire au point que vous ne comprenez pas, et vous avez utilisé uniquement ce dont vous avez besoin. Vous n'allez pas partir dans des questions théoriques hyper complexes. Donc, il y a toujours moyen, tout à l'heure je parlais des gamins devant Netflix, pour apprendre l'anglais, il y a toujours une petite étincelle qui fait qu'on a envie d'apprendre quelque chose. Et si on l'a pas, ça va être vraiment très difficile. J'ai une bonne question, tiens, justement, là, je suis en plein dans le contexte. Mon fils ne veut pas apprendre ses tables de multiplication. Comment je l'engage là-dessus? C'est une question piège. Je vais m'en tirer par une pirouette
en disant que la maman ou le papa doit essayer de trouver qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui fait vibrer, qu'est-ce qui intéresse son enfant, et de relier ça à une utilité du calcul mental. Trouver un exemple dans lequel le calcul mental va pouvoir l'intéresser dans l'activité qui l'intéresse. Donc là, il va toucher son réseau de la récompense, et qui est très puissant. Et là, le gamin, après, il faut trouver l'exemple. Ouais, il faut une source de motivation. Voilà. Les caplas, c'est pas mal. Hein, pour les caplas, tu sais. Oui. Oui, jouer, c'est ça, c'est exactement ça. C'est en jouant avec des caplas que ma fille s'est intéressée un peu aux tables de multiplication. Ça me permet de terminer la question, c'est-à-dire on parle d'engagement actif, hein, et donc l'engagement, c'est aussi l'engagement du corps. Hein, le cerveau travaille avec le corps, les deux indispensables. Et donc, quand on fait un engagement, quand on demande à quelqu'un de s'impliquer dans une formation, il va réveiller d'autres réseaux neuronaux que ceux de la mémorisation ou de l'attention. Il va notamment les réseaux, en parlant, je vais activer des réseaux moteurs de mon larynx et de ma mâchoire. En allant chercher des informations en mémoire, je vais activer d'autres réseaux. Je vais activer des réseaux émotionnels aussi, de savoir qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui ne l'est pas. Je vais chercher des solutions, ça va réveiller d'autres réseaux dans mon cerveau. Je vais faire appel à l'imagination, à la créativité. Tout ça, ça va créer une énergie bouillonnante dans notre cerveau qui va permettre d'améliorer la trace mémorielle et de renforcer cette information et de mémoriser plus facilement. Donc, c'est un peu, on reprend l'image du filet, hein, du réseau dans le sens de filet. Plus il y a de mailles dans le filet, et plus l'information va être forte. Alors, il y a beaucoup de questions. Hein. Il y a une question qu'on a laissé passer tout à l'heure qui était, quand on parlait de charge mentale, est-ce qu'il y a des techniques de préparation de l'apprenant justement pour se mettre en condition d'apprentissage optimum, Bernard? Oui, bien sûr. Là, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, on évoquait l'hygiène mentale. Donc, la première, ça va être un sommeil correct, si possible. La deuxième, c'est les pauses, on en a déjà parlé, voire même une sieste si on est en manque de sommeil de la nuit précédente, mais une sieste courte, hein, inférieure à 30 minutes, ça permet de booster les capacités cérébrales par la suite. Et puis, il y a aussi toutes les techniques de modulation de l'attention. Et je pense notamment aux techniques de pleine conscience. La pleine conscience, c'est un exercice de modulation de l'attention pour rester dans le présent et de laisser passer ses idées, ses jugements, ses idées, ses inquiétudes, ses angoisses, enfin tout notre monde intérieur qui vient perturber notre attention, non pas de les supprimer, ce n'est pas possible, mais de les accepter et de les laisser passer pour revenir dans le présent. Donc c'est une véritable gymnastique cérébrale et qui donne des effets au bout de quelques séances. Hein. Ça n'est pas immédiat, mais au bout de quelques semaines, voire même il y a certaines études qui ont montré qu'au bout de quelques heures, on avait déjà un début d'action, mais au bout de quelques semaines, on va avoir un entraînement qui va nous permettre de revenir dans le présent et d'être moins préoccupés par notre monde intérieur qui peut nous perturber, qui peut perturber notre attention, par exemple. Ou le monde extérieur aussi, hein, c'est-à-dire que développer sa pleine conscience, ça permet d'être plus concentré sur le présent et de faire moins attention aux stimulations extérieures. D'accord. Alors, on a déjà abordé plusieurs sujets, alors on ne peut pas aller dans le fond, hein, de tous les sujets. On n'a qu'une heure, ça fait déjà 3/4 d'heure qu'on est ensemble, ça passe très vite. Bernard, comment on fait pour consolider tous les apprentissages qui finalement sont, j'ai envie de dire, subis par notre cerveau? Alors, la consolidation, ça va être un résumé de tout ce qu'on vient de dire. Hein. D'une part, les 4 piliers de Stanislas Dehaene, hein, l'attention, la mise en pratique, le feedback et la répétition, mais également les émotions qui sont un facteur d'énergie, la motivation, le sens, donc tous ces éléments. Et donc la consolidation, on parle souvent, quand on parle de consolidation, on parle souvent de la répétition, qui est fondamentale, mais ça n'est pas le seul élément.
ça passe par toutes ces étapes. Et cette persévérance pour passer par toutes ces étapes, ça passe par l'identification de ses propres motivations. Alors, on va avoir des motivations qui sont à la fois externes, hein, par exemple des motivations pour obtenir un poste, obtenir un diplôme, acquérir une compétence, ou des motivations négatives, ne pas se faire rejeter, ne pas être en échec, ne pas perdre son travail. Ça, ce sont des motivations externes. Et puis, on a des motivations internes qui sont extrêmement importantes et qui sont importantes parce que, justement, en étant internes, elles ne dépendent pas du contexte extérieur. On a un contexte actuel extérieur très dur du fait de la crise sanitaire et économique. Eh bien, les motivations intérieures, elles ne dépendent pas de ces problèmes-là. Elles dépendent de nous. Et il s'agit de les trouver. Ça a l'air simple, mais c'est un peu complexe. Il faut savoir les identifier. Et donc, il y a des travaux, notamment les travaux de Deci et Ryan sur les motivations intrinsèques, qui ont montré qu'il y avait 3 catégories de motivations intrinsèques. Il y avait d'une part la compréhension, comprendre le monde, comprendre ce qui se passe, explorer, gagner en compétences. La deuxième, c'est l'appartenance et l'affect, hein, c'est appartenir à une famille, à une équipe professionnelle, à un village, à une nation, enfin n'importe quel groupe. Et donc, travailler pour ce groupe. Et puis la troisième, c'est gagner en autonomie, c'est-à-dire faire ce que l'on a décidé de faire et non pas d'être soumis aux situations extérieures, et donc de réaliser une œuvre soi-même. Donc ces trois, on peut avoir l'une des trois ou les trois motivations, mais il faut aller chercher en soi-même, hein, c'est le connais-toi toi-même du temple de Delphes. Donc il faut aller chercher en soi-même. Ça n'est pas évident parce que la motivation immédiate qui va venir, ça va être une motivation matérielle très simple. Hein. Je voudrais pouvoir avoir une nouvelle maison, je voudrais avoir un nouveau boulot, etc. Mais il faut aller plus loin, il faut dépasser ça. Et une fois qu'on l'a identifié, on a une force énorme parce qu'elle est personnelle, elle est durable, elle ne s'use pas, et puis elle est indépendante de l'extérieur. J'avais une question. Est-ce qu'on est vraiment tous égaux face à l'apprentissage? Est-ce que le cerveau est-ce qu'on est limité? Est-ce qu'on a des limites en termes de contenant finalement? Est-ce que tout le monde est égaux face à l'apprentissage et est-ce que tout le monde est capable d'intégrer toutes les données? Alors, on parle de la population générale, on ne parle pas des personnes qui ont des troubles. Donc là, c'est encore un autre domaine qui nécessiterait des heures et des heures. Mais dans la population générale, bien entendu qu'on n'est pas... les gens ne sont pas égaux au départ. Hein. On a un patrimoine génétique qui fait que certains vont apprendre plus vite que d'autres, certains vont apprendre plus vite dans certains domaines que d'autres, certains vont avoir des compétences dans certains domaines différents, mais ça c'est le point de départ. Après, c'est une pâte à modeler. Là, après, on peut faire ce qu'on en fait dépend d'abord de la petite enfance, bien entendu, de l'éducation qu'on a eue, et puis après de nos choix personnels. Hein. On a une grosse marge de manœuvre. La réponse n'est pas binaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que c'est une page blanche et qu'on peut tout modifier. Ça n'est pas vrai, ce serait donner de faux espoirs. Mais à l'inverse, on ne peut pas dire que les choses soient fixées à la naissance, ça on le sait bien maintenant. On a une marge de manœuvre. Donc nous ne sommes pas égaux, mais nous avons une grande marge d'autonomie pour développer. Et souvent, vous avez tous des exemples de personnes qui sont très douées, mais qui ne sont pas motivées, et d'autres personnes qui sont un peu moins douées, mais qui en travaillant vont dépasser ces personnes douées parce que simplement elles sont motivées et elles ont envie de progresser. Donc c'est une réponse un peu complexe, hein, qui n'est pas binaire, mais on a pas mal heureusement on a pas mal de possibilités, sinon on ne serait pas là. Ça veut dire, Jérémy, que tout le monde est capable d'apprendre une langue étrangère? Oui. Ah ben, je pense que oui, je pense que tout à fait. Tout à l'heure, Christophe t'a posé une question en disant, ou je ne sais plus si c'était une question en disant motivation et sens, on pourrait dire aussi motivation et volonté en fait. Je ne sais pas si ça serait judicieux de dire ça, mais
rien n'est défini à l'avance. Donc, effectivement, il y a toujours un point de départ. Hein. Si on parle d'une formation en langue, on va établir un niveau de départ, on va définir des objectifs. Et je voyais une question par rapport à est-ce qu'on peut joindre formateur et le pilier de la formation. Et c'est pour ça qu'il est le pilier, le formateur, parce que la machine ne va pas s'adapter à la personne. C'est le formateur qui va s'adapter, qui va utiliser les activités, qui va sélectionner les outils justement pour accompagner l'apprenant vers sa progression en langue ou autre chose et vers ses objectifs. Donc oui, effectivement, on peut apprendre une langue en fonction de ses attentes et de ses besoins. Après, là, il y a des personnes qui vont apprendre plus vite que d'autres. Oui. Et ça n'est pas, en fait, c'est pas ça qui est important. Quand vous vous déplacez d'un point à un autre, ce qui est important, c'est d'atteindre la ville. C'est pas de savoir en combien de temps. Combien de temps. Super. Écoutez, je pense qu'on a fait un bon tour de la question. Hein. Je ne sais pas si on a des questions supplémentaires qui arrivent. Vous pourrez peut-être prendre une ou deux dernières questions. Ah, c'est super. Les commentaires sont tellement gentils. C'est super. Ah, c'est ce que vous disiez, Bernard. Hein, les 3 piliers, c'est agir, aimer et apprendre. C'est ça, hein? Oui, là, au niveau de la motivation, moi, j'ai 3 piliers. Alors, ma devise, c'est aimer, faire comprendre. Et aimer, faire comprendre. Aimer, c'est l'affect, l'émotion. Faire, c'est l'autonomie. Et comprendre, c'est la connaissance. Donc, on peut le traduire en 3 A, hein, aimer, agir et apprendre. Oui. Et moi, j'aimerais, en conclusion, que s'il y a une seule chose à retenir, c'est cette notion, c'est que plus on apprend, mieux on apprend. Est-ce que la situation, le contexte d'apprentissage a un fort impact justement sur la capacité à intégrer l'information? C'est-à-dire, je suis dans une mise en situation, je suis assis chez moi derrière mon bureau, est-ce que ça a un impact fort sur la capacité à intégrer les informations, Bernard? Bien sûr. Le contexte, il y a des tas de travaux qui ont montré qu'en fonction du contexte, on ne va pas mémoriser les mêmes choses. Et si je vous mets dans un contexte bien particulier, des souvenirs vont émerger dans votre mémoire. Donc, on peut utiliser ça, notamment les personnes qui font des concours de mémoire, notamment utilisent ça pour se remettre dans des situations mentales. Ils ont une imagerie mentale très riche. Et donc, ils vont se remettre dans un contexte pour mémoriser. Et on revient à la notion de sens et de fil directeur. Donc, si on veut relier des informations disparates dans notre cerveau, il faut trouver un fil pour les relier. Donc, le contexte est important pour cela. Ça marche. Écoutez, je vous remercie. C'était hyper intéressant. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis ce matin. Alors, bien évidemment, on n'a pas pu répondre à toutes les questions en 1 heure de temps, mais je vous invite à contacter nos intervenants, hein, notamment via les réseaux sociaux. Je vous remercie. Merci à vous. Merci Christophe, merci Bernard et merci à tous. Merci Bernard. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.